Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette 19e édition de nos moments de l'intelligence artificielle le midi, les MIAM. Je suis Marianne Tremblay, conseillère à l'École en intelligence artificielle en santé du CHUM, et au nom de toute l'équipe, je vous souhaite la bienvenue, tant en présence que virtuellement. Notre conférence ce midi est un sujet engageant et chaud d'actualité. En effet, nous allons aborder le potentiel de l'intelligence artificielle pour un nouveau modèle de fluidité hospitalière. Nous sommes donc enthousiastes de voir comment le contenu présenté nous aidera à mieux comprendre les possibilités d'avenir afin de s'allier aux technologies émergentes pour offrir les meilleurs soins en santé à la population. Comme à l'habitude, nos conférences se veulent interactives. Pour ceux présents virtuellement, je vous invite à réagir et poser vos questions dans la zone de clavardage. Je reviendrai à la fin, à la période de questions. Dernier point important avant de débuter, nos conférenciers n'ont aucun conflit d'intérêt à déclarer. C'est donc avec plaisir que je laisse la parole à Noé John White, directeur de la qualité de l'évaluation et de la performance et de l'éthique au CHUM, Pascal Saint-Onge, gestionnaire du Centre d'intégration et d'analyse de données médicales Citadel au CRCHUM, et Dr. Élise Berger-Pelletier, urgentologue à l'Hôtel-Dieu de Lévis et médecin conseil de l'équipe du CHUM pour le projet de modélisation des urgences. Merci, Marianne. En fait, ça nous fait grandement plaisir de vous présenter les fruits des travaux qu'on a faits jusqu'à présent, mais aussi ceux qui sont à venir. Permettez-moi de dire que, dans le fond, nous autres, on est 3 messagers de travail d'équipe qui réunit l'expertise, qui réunit les gens qui connaissent les données, les processus cliniques et même la traduction clinique. On se travaille en complémentarité avec nos cliniciens dans ce projet-ci. Et on a la chance de travailler au CHUM aussi, donc dans un écosystème qui est effervescent, où plus de 100 projets en intelligence artificielle sont là. Aujourd'hui, on est en synchro avec les travaux qui sont la fluidité hospitalière au CHUM, donc on va améliorer les choses, mais on met un focus vraiment plus sur l'intelligence artificielle et les sciences des données pour commencer. Donc voilà. Une citation forte qui évoque vraiment notre vision du projet de la transformation, c'est que l'intelligence artificielle doit renforcer l'intelligence humaine et non la remplacer. C'est une citation de l'ancienne PDG d'IBM, qui est Virginia Rometty, qui en fait vraiment casse la glace sur comment on voit les choses. On est vraiment en soutien à la prise de décision et non au remplacement. Si vous regardez les médias présentement, il y a beaucoup de préoccupations face à l'intelligence artificielle, mais nous, on est vraiment plus en soutien dans cette perspective-là et on pourrait aborder le sujet de façon plus détaillée pour comprendre les éléments éthiques et responsables. Merci Marianne, merci Noé. C'est un immense plaisir pour moi aussi d'être là aujourd'hui avec mes 2 collègues pour vous présenter le projet. En fait, c'est un projet là, pour le positionner. C'est un mandat qui nous a été confié par le ministère de la Santé et des Services sociaux il y a environ 1 an, plus précisément là, par la Direction générale de la planification stratégique et de la performance, puis dont l'objectif principal est de fournir des données sur une base quotidienne. Le projet qu'on présente aujourd'hui, c'est relié à l'objectif 1, qui est de fournir là, de l'information sous forme de modèles prédictifs reliés à la fluidité hospitalière. Il y a aussi 2 sous-objectifs, puis je vais passer à la prochaine diapo, là, qui est relié à l'utilisation de la plateforme CODA, donc de faire la démonstration via ce projet-là du fait que CODA pourrait être un outil pertinent pour le réseau de la santé pour tout ce qui est valorisation de données. Donc, juste pour introduire la plateforme CODA, c'est une plateforme d'analyse distribuée et fédérée qui permet, puis en fait, en date d'aujourd'hui, ça relie 8 sites hospitaliers au niveau de la province de Québec. Ça permet de faire de l'analyse fédérée. L'analyse fédérée, qu'est-ce que c'est? C'est une technique d'analyse, en fait, qui permet d'extraire de l'information de tous les sites partenaires qui sont dispersés là, dans les différents hôpitaux sans les centraliser. Donc ici, le concept, c'est vraiment, on extrait l'information tout en préservant là, un haut niveau de sécurité et de confidentialité des données. Puis ça, bien, on croit fermement que ça a le potentiel là, pour le réseau de la santé là, de permettre de développer des collaborations puis de pouvoir développer des outils innovants. Ici, vous avez les partenaires de la plateforme.
Évidemment, le projet qu'on discute aujourd'hui, puis je pense que vous êtes au courant là, du projet de loi 3, donc en matière d'accès aux données, je présente la plateforme, vous voyez les partenaires ici. Je pense que vous allez rapidement comprendre, c'est que vu les contraintes d'accès, le projet, pour l'instant, on se concentre sur les données du CHUM. Mais vous voyez là, les établissements partenaires de la plateforme CODA là, qui sont... donc, il y a une bonne couverture en termes de population. Évidemment, ça reste des centres hospitaliers là, qui sont dans les grands centres là, au niveau de la province, là, parce que CODA, ça reste un projet là, qui est monté dans un cadre de recherche. Là, donc, tous les sites hospitaliers qui y participent sont des sites ayant des centres de recherche. Mais je pense ici, on est un bon exemple, là, moi, Noé, puis Élise, là, de la volonté que les outils qu'on présente aujourd'hui là, soient vraiment exportés à travers le réseau. Parce que nous trois, on habite dans des régions différentes qui sont desservies par des hôpitaux différents. Et donc, on a vraiment la volonté de pouvoir exporter ces outils-là, là, puis de savoir que peu importe l'hôpital qu'on se retrouve, bien, ils vont être capables de bénéficier des travaux qu'on présente aujourd'hui. Puis l'approche proposée là, pour que ça soit un succès, c'est une approche... C'est de longue haleine, c'est un processus qui est quand même long, mais qui est basé là, sur, là je vais le dire en anglais, là, c'est le Cross-Industry Standard Process pour le développement d'outils d'apprentissage automatique, à laquelle on couple une méthodologie d'assurance qualité. Puis en fait, ça, c'est une approche structurée là, qui permet de concevoir, développer et déployer des outils d'apprentissage automatique, où à chaque étape, on intègre là, des parties prenantes, donc au bon moment, selon l'expertise qu'ils peuvent nous apporter en termes de développement, d'implantation, et dans toutes les phases là, du projet, qui passent de la compréhension du besoin, la compréhension ou l'évaluation des données à y incorporer, la modélisation, l'évaluation, et tout ça jusqu'au déploiement. Puis non seulement on a c'est des travaux qu'on fait avec le bureau de projet aussi, qu'on a commencé à intégrer là, pour développer une recette là, qui pourrait être exportable à travers le réseau. Non seulement on a cette approche-là de gestion de projet là, qui se veut là, un outil qui a déjà été éprouvé là, pour améliorer la confiance des outils d'apprentissage automatique, puis aussi l'adoption des équipes de terrain, parce qu'à la fin, c'est ce qu'on veut. On veut que les outils qu'on développe là, soient mis en pratique puis de façon pérenne. Puis on a couplé à ça aussi 5 principes là, en matière de développement là, qui sont la réplicabilité, la performance, l'évolutivité. Pardonnez-moi si ce n'est pas un mot français, mais donc l'interprétabilité et la sécurité. Bon, la réplicabilité, c'est comme on dit, on veut que ces outils-là soient exportables. Donc, puis on veut que non seulement soient exportables, mais quand on les regarde d'un hôpital à l'autre, puis que les professionnels se parlent entre eux, bien, on veut qu'ils soient capables de le reconnaître, de savoir comment l'interpréter, comment l'appliquer sur le terrain. Ensuite, on a la performance qui, bon, bien entendu, on a accès à beaucoup de ressources informatiques. Ces temps-ci, on ne veut pas que l'algorithme prenne plus de temps à être exécuté que le patient attend à l'urgence, par exemple. L'évolutivité, bien, en ce moment, on connaît nos sources, on sait comment les étudier, on sait comment s'assurer de la qualité des données, mais bon, ce n'est pas garanti. Demain, ça peut évoluer, il peut y avoir des nouvelles sources, des nouvelles variables. Donc, il faut vraiment développer en gardant en tête que cet outil-là doit s'adapter dans le temps et évoluer en continuité avec toutes les sources de données qui sont disponibles pour nous. Puis les 2 autres principes que je relie à ce qui est l'acceptabilité, d'une part, ce qui est l'interprétabilité, là, je parle de l'acceptabilité des équipes de terrain. Donc, il faut que ce soit un outil qui est interprétable. Donc, il va falloir travailler avec les équipes de terrain, comme on dit, là, pour qu'ils puissent s'approprier l'outil, conceptualiser comment ils ont été construits, comment interpréter le résultat et comment transformer ce résultat-là en action sur le terrain, puis que tout ça, pour eux, fasse du sens. Puis finalement, bien, le côté sécurité, là, ça touche surtout l'acceptabilité sociale. Puis ça, c'est quelque chose qu'on doit considérer. Là. Donc, tout ce qui est confidentialité des données et s'assurer là, que les modèles qu'on développe sont faits de manière sécuritaire. Alors, ce que vous voyez, est-ce que vous m'entendez?
1, 2, 1, 2. Oui, parfait, merci. Ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est deux éléments qui sont en train de fond de notre présentation, qui ont de l'air complexes et je vais vous les expliquer brièvement. Pour qu'une vision de la fluidité hospitalière soit, je dirais, adéquate, optimale, on doit tenir compte de l'ensemble des flux dans un hôpital. C'est ce que vous voyez à droite. Donc, puis j'y reviendrai. Quand on pense à introduire des nouvelles technologies, quand on pense à introduire des nouvelles façons de faire, il faut aussi d'autant plus en mesurer l'impact. Et c'est ce que vous voyez du côté gauche, donc la roue, notre modèle d'évaluation de la valeur du CHUM, qui est basé sur le Quadruple Aim. Je vais brièvement vous le présenter parce que dans le fond, ça c'est important de comprendre qu'on doit s'assurer d'améliorer les soins de santé et l'expérience patient. C'est la trame de fond de la première composante, tout en améliorant la santé des populations. Derrière ça, ce qu'on veut, c'est qu'on veut mesurer les impacts sur l'amélioration de la santé de nos patients, mais aussi des déterminants non médicaux. Et bien sûr, réduire nos coûts, donc de manière efficiente, comment on utilise les ressources, en plus de développer l'expérience, la connaissance et le mieux-être de nos employés, de nos cliniciens, qui, eux, donnent la valeur vraiment dans notre réseau. Et puis, à l'intérieur de tout ça, c'est la cinquième composante qu'on a intégrée, qui est le système ouvert, innovant, enseignant et apprenant, qui fait référence, en fait, à notre mission académique, notre mission de recherche, mais pour lequel, aujourd'hui, quand on fait un transfert de connaissances, peut s'inscrire dans notre impact là-dessus. Regardons maintenant à droite. Ce que vous avez, c'est une figure qui est en fait tirée de l'Institute for Healthcare Improvement, qui est en fait un institut qui est basé à Boston, mais qui a un réseau mondial d'amélioration, je dirais, des systèmes de santé, et qui a développé cette figure qui représente l'ensemble des flux entrant, les flèches en rouge que vous voyez, sortant, les flèches en verte que vous voyez, et à l'intérieur même d'un hôpital, les flèches en bleu entre, par exemple, l'urgence, les salles d'opération et les soins intensifs jusqu'au retour à domicile. Fait que vous voyez un peu la multiplicité, la complexité d'un système comme le nôtre. Et pour votre gouverne et compréhension, la taille et la largeur des flèches représentent habituellement la volumétrie, donc qui est associée à chaque flux donné. C'est basé sur la science, c'est basé sur des études qui ont été faites en amont, mais c'est aussi une trame de fond pour nous, pour vous expliquer qu'est-ce qu'on a fait. Élise, tout ça a de l'air bien complexe, mais si on va dans le comment ça se passe? Simple, le docteur va vous mettre ça pas trop compliqué. Bonjour, je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Donc là, on vous explique quelque chose. En fait, là, on est des gens courageux. On est venu vous présenter le projet dans son ensemble, puis les résultats qu'on a déjà dans certains aspects du projet, mais c'est de longue haleine. Puis en fait, c'est une des choses, c'est qu'on veut vous sensibiliser à l'importance justement de la technologie, de la prévisibilité des données pour pouvoir soutenir notre réseau qui en a bien besoin de technologie et d'outils pour améliorer les soins à la patientèle. Donc, premièrement, comment on veut y arriver? C'est l'étape 1, on va modéliser des choses qui sont relativement simples, qui sont quantitatives, qui sont blancs ou noirs, puis on va pouvoir les projeter. Donc, essayer de deviner, entre autres, avec les outils, les algorithmes, combien il y a d'admissions prévues à l'urgence, combien il y a de patients qui vont venir visiter l'urgence. C'est quoi la durée de séjour de M. Tartampion qui a une pneumonie? Donc, quand M. Tartampion arrive, on est capable de prévoir que sa pneumonie va devoir passer 3 jours à l'hôpital versus Mme Tartampion, elle, ça va être 5 jours. Donc, d'avoir des outils pour pouvoir planifier nos ressources, entre autres, en fonction de toute la base de données qu'on a historique ici au CHUM et, ultimement, avec CODA. Et donc, on parle de l'admission, le séjour et bien évidemment la sortie. Et jusque-là, ce n'est pas trop compliqué. Donc, tantôt, on va vous présenter quelques résultats qu'on a déjà. L'étape 2, ensuite, les indicateurs et les modèles. Pourquoi on fait ça? C'est que, vous le savez, là, les ententes de gestion pour les gestionnaires. Ah! C'est toujours dans ces cas-là que ça arrive, hein? C'est incroyable. Dans 15 minutes, ça va être une alarme de feu, il va falloir sortir. Bon, alors, donc, ce que je disais, c'est, on a tous des ententes de gestion, on a tous des livrables, idéalement des choses qu'on veut améliorer, mais d'avoir ces outils-là beaucoup plus performants vont nous permettre, à ce moment-là, de modéliser les choses. Si on se dit, par exemple, un classique, je suis urgentologue, qu'on veut diminuer la durée de séjour sur civière, mais ça prend quoi, en fait, là, en termes de volume et tout ça, pour vraiment y arriver? Fait que c'est là où on a l'intelligence artificielle qui nous permet de modéliser aussi. Si je veux passer de 18 heures à 12 heures sur civière, c'est combien, là, en absolu, le nombre de patients que je devrais sortir de l'urgence, le nombre d'admissions que je devrais monter plus vite. Vous comprenez? C'est très complexe, le paquet de flèches, vous avez vu tantôt. C'est pas simple, puis c'est là où on a besoin d'outils technologiques, parce que sinon, on n'y arrive pas. La partie qui est encore plus excitante, c'est l'étape 2.
parce que je vous disais, on a des biais, les humains, on en a tous, en fait, c'est normal. Les cliniciens, on en a aussi. Puis là, c'est là où on veut le travailler, justement. Donc, je vous disais, on veut diminuer, par exemple, la durée de séjour sur civière à l'urgence, mais des fois, on aurait tendance à aller travailler sur un type de patientèle ou se dire, c'est les patients qui viennent souvent, par exemple, dans nos urgences sur lesquelles on doit travailler. C'est eux qui vont nous permettre de s'améliorer au niveau des données. Puis, on ne fait pas ça juste pour les chiffres. Moi, je dis toujours, si on mesure des durées de séjour, c'est qu'ultimement, je sais que le patient, il ne veut pas passer 24 heures sur une civière, donc c'est le bout de la qualité aussi. Mais là, on va faire des what-if scénarios, désolé l'anglicisme. Donc, si je diminue de tant de pourcents tel type de patientèle, qu'est-ce que ça va me donner à la fin? Est-ce que ça améliore vraiment mes statistiques? Est-ce que ça améliore vraiment mes soins? Oui ou non? Puis on peut faire ça dans plein de possibilités. Aide à la décision pour congé accéléré. On travaille dans la planète Terre est assez petite. On parlait de Boston. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça présentement. Des outils pour les cliniciens, autant pour la supervision des patients que pour les congés. Donc, avec une base de données importante, on est capable de cibler des patients qui, normalement, comme cliniciens, on ne penserait pas qu'ils pourraient partir ou on ne penserait pas qu'ils pourraient se compliquer. Mais l'intelligence artificielle va venir allumer une petite lumière rouge plus tôt souvent que l'instinct humain pour dire, ce patient-là, dans les prochaines heures, là, sa pression va chuter, va tomber en choc. Mais ça, c'est des outils qu'on peut développer avec l'intelligence artificielle, encore une fois, pour supporter les ressources humaines. Fait que c'est logique, quand on sait qu'on manque de ressources humaines, qu'on veut justement aider les cliniciens à pouvoir mieux travailler. Finalement, la dernière étape, qui est la plus complexe, à mon avis, c'est de mesurer la qualité. Donc, par exemple, est-ce qu'on est capable de modéliser sur la durée de séjour, par exemple, la clientèle, la population gériatrique, une mortalité associée? Il y a quand même beaucoup d'études dans la littérature d'urgence qui nous disent ça, mais là, d'avoir des algorithmes qui permettent de le prédire, ça fait un peu peur, mais c'est quand même important, je pense, d'y penser, parce que ça a un impact directement. On le sait aussi, plus une personne âgée passe de temps sur une civière à l'urgence, plus elle risque d'avoir un long séjour hospitalier et même de terminer son séjour hospitalier dans une autre ressource qui était sa maison, donc une résidence, un CHSLD. Donc, être capable de modéliser ce genre de données qui sont plus de la qualité, ça fait partie du projet Faire la fin. Donc, vous avez compris, ça prend de la technologie puis ça prend des outils puissants pour pouvoir modéliser tout ça parce que notre cerveau humain étant une machine merveilleuse, c'est trop de données puis c'est trop complexe pour être capable de le faire. Voilà. Puis donc, ce qu'on présente aujourd'hui, puis c'est pour ça qu'Élise parle beaucoup d'urgence depuis tantôt, là, je pense que vous avez compris qu'on a commencé par focusser sur les urgences. Puis ici l'idée, ce n'est pas de prétendre, en fait, c'est surtout pas parce qu'on pense que les urgences sont responsables de tous les maux en termes de fluidité hospitalière. C'est que, on se donnait l'image aussi, plus tôt dans la journée, là, que cette grande figure-là que vous avez vue, si c'est un éléphant puis on vous demande de le manger, est-ce que vous le mangez au complet ou par petites bouchées? Fait que nous, on a choisi les petites bouchées. Puis la première, c'est l'urgence. Premièrement, parce que c'est des travaux qui avaient été aussi commencés par l'équipe de Noé à la DQEPE. Puis d'un point de vue, comme ça reste un projet opérationnel en ce moment, on avait estimé là, que les systèmes d'information de l'urgence étaient les plus simples et les plus faciles à circonscrire. Non pas les plus simples à analyser puis à décortiquer, mais à circonscrire en termes de limites. Et donc, c'est pour ça qu'on a commencé par l'urgence. Et si vous revoyez là, l'image là, du processus de gestion de projet présenté plus tôt, il y a différentes étapes. Donc, oui, on va parler de modélisation, mais il y a une première étape qui est une analyse de préparation puis d'exploration des données. Je vais repasser la parole à ma collègue Élise, qui est probablement la mieux placée pour mieux expliquer là, ce qu'on a observé. Donc, vous avez vu dans le graphique, l'urgence est quand même une des portes d'entrée principales dans tous les milieux hospitaliers du Québec de la patientèle qui va séjourner à l'hôpital. Donc, c'est logique aussi de commencer par ça. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'une urgentologue de Lévis fait à Montréal au CHUM. En fait, dans une ancienne vie pas si lointaine, j'ai eu la chance de travailler au ministère de la Santé pendant quelques années et d'être la directrice nationale des urgences, toujours un national là, au ministère. Ce qui fait que j'ai visité le tiers des urgences de la province en 2 ans et demi, 3 ans. Puis ça me permet d'avoir justement un peu de recul
sur ce genre d'analyse-là, parce qu'on vous l'a dit, hein, le projet, on le travaille pour le CHUM, avec le CHUM, mais on veut aussi pour le réseau. C'est ce recul-là, en fait, moi, qui me permet d'aider puis d'avoir le moins de billets, même si je sais que j'en ai, pour pouvoir aider les data scientists, donc les scientifiques de l'équipe de Citadel, entre autres. Donc, vous voyez ici, là, quand on parle d'analyse exploratoire, donc l'étape 1, bien évidemment, si on voulait modéliser, il fallait décortiquer. Donc là, on vous a dit, on regarde le gros tableau de la fluidité qui est l'éléphant. On a pris une jambe qui est l'urgence, puis on a coupé la jambe en petites tranches fines. C'est exactement ce que vous voyez là. Donc, c'est des données du CHUM, mais je vous dirais que la plupart des urgences à haut volume au Québec ont à peu près le même genre de données. Donc, on a décortiqué la trajectoire. Est-ce que vous arrivez sur pied, en ambulance, accompagné des services policiers? Ensuite de ça, vous êtes trié par une infirmière. La plupart des gens qui sont dans le système connaissent ça. Hein? P1, c'est urgent, vous allez mourir. P5, vous auriez pu aller ailleurs, mais peut-être vous n'aviez pas le choix de venir à l'urgence. Et ensuite de ça, vous êtes orienté sur civière dans la salle d'attente. Vous voyez un médecin, vous avez des tests, vous voyez un consultant. Et finalement, vous quittez l'hôpital et l'urgence ou vous êtes admis à l'hôpital, vous êtes transféré. Fait que tout ça a été coupé de façon très fine pour pouvoir arriver à la suite de ça, essayer de comprendre qu'est-ce qu'on pouvait faire comme modélisation. Une des choses qu'on a fait dans l'analyse exploratoire, puis à chaque fois que je présente, je dis toujours c'est ma diapositive préférée, c'est justement ce que je vous disais qu'on a un biais cognitif, puis je vous explique. La bande bleu foncé que vous voyez, c'est la volumétrie, donc le nombre de patients en pourcentage qui arrivent à l'urgence d'une certaine façon. Comme vous voyez, on a 50 % de la patientèle au CHUM qui arrive, est triée, voit un médecin, s'en retourne à la maison. Ça se peut qu'il y ait eu des tests, des prises de sang, là, mais vous comprenez. Ça, c'est la trajectoire de la majorité des patients de l'urgence du CHUM et c'est la trajectoire de la majorité des patients dans toutes les urgences au Québec au moment même où on se parle. Par contre, quand on regarde la bande bleu pâle, c'est si je prends une photo à 12h15 ou je ne sais pas il est quelle heure, 12h23 à l'urgence du CHUM, c'est quoi la proportion de ces patients-là qui sont dans l'urgence au moment même où on se parle? Bien là, on regarde, c'est 28 %. Ce que ça signifie, c'est entre autres, c'est une mesure de lourdeur. C'est-à-dire que même si c'est un haut volume en termes absolus de clientèle, ça n'a pas un poids très important en termes de ressources utilisées. Parce que dans le fond, ils sont dans la salle d'attente, ils voient le médecin, ils s'en vont. Versus l'encadré vert, vous avez un faible pourcentage, donc 18 % de la clientèle vient, est triée, voit un médecin d'urgence, un médecin spécialiste est demandé en consultation et le patient va être admis. Donc, ce n'est pas un gros volume, mais regardez la lourdeur, c'est 40 quelques %. La bande que vous voyez le plus à droite, c'est encore une fois un très faible pourcentage. C'est les patients qui arrivent, voient un médecin d'urgence, voient un consultant et quittent sans être admis. Ce n'est pas un gros volume, mais ça aussi, ça a une grosse lourdeur dans nos processus de fluidité. Fait que des fois, on pourrait être tenté, et plusieurs politiciens l'ont déjà fait vers le passé, de se dire, mais je vais mettre mon énergie là où il y a beaucoup de volume, je vais faire des plages de réorientation, je vais essayer que les gens ne viennent pas à l'urgence. Mais on sait tous, les gens qui travaillent dans un hôpital, que ce n'est pas ça qui fait qu'on est embourbé puis que maintenant, on a l'impression de vouloir mettre des lits jumeaux dans les corridors. C'est pas cette clientèle-là, nous, qui est lourde pour nos ressources. C'est vraiment d'autres types de clientèle. Fait que c'est juste une illustration pour vous faire comprendre, quand on fait de l'analyse exploratoire, ça nous donne des fois, tu sais, ça, comme clinicienne, je m'y attendais, mais pour des gens qui ne sont pas cliniciens, c'est très parlant, je trouve. Puis des fois, on a des surprises où moi, je m'attendrais à avoir tel résultat, puis finalement, ce n'est pas ça du tout qu'on voit avec les données. Il y a plusieurs outils. Merci, Élise. Il y a plusieurs outils qu'on peut développer aussi, puis qu'on a fait ici. Là, vous voyez une cartographie de la salle d'urgence avec les différentes étapes. Là, chaque point, c'est un patient qui circule. Le temps que vous voyez entre chacune des étapes, c'est proportionnel au temps passé. Puis on a étiqueté en fonction, là, ici, là, c'est un exemple, mais c'est en fonction là, du code de priorité à l'urgence. Puis des outils comme ça, en fait, on les utilise aussi là, dans le cadre du projet, là, qui ont... Bon, ce type d'outil-là, mathématiquement, n'a peut-être pas une énorme valeur, là, s'il y a des mathématiciens dans la salle, là, mais d'un point de vue identification de goulot d'étranglement, de tendance, puis de peut-être là, d'éléments d'inefficacité là, dans le processus, c'est des outils qui peuvent être quand même assez pertinents, d'autant plus, comme je dis, qu'on peut étiqueter les patients sous différentes caractéristiques.
Donc, c'est le genre d'outil aussi qu'on a mis à disposition, là, qui a été développé par l'équipe et qui pourra être mis à la disposition des équipes sur le terrain. Allons-y. Donc là, on a exploré. Maintenant, on arrive dans le bout d'intelligence artificielle qui est de la prédiction. Donc, on a deux choses à vous présenter là, dans les travaux qui ont été commencés. Premièrement, c'est, je vous disais, prédire une admission. On l'a vu hein, quand on a exploré, ça a une lourdeur pour le système, le patient qui est admis à l'hôpital. Donc, pour les chercheurs qui sont à l'écoute, on a l'équipe, puis là, j'en parle, mais c'est vraiment pas moi qui ai fait ce travail-là. J'ai soutenu les équipes de recherche qui ont fait une analyse de 3 bases de données, qui sont allées voir les déterminants, qu'est-ce qui était le plus prévisible pour les admissions. Donc, vous voyez, par exemple, la raison de la visite, l'âge, c'est toutes des choses qui sont logiques, mais qui mathématiquement faisaient du sens pour l'algorithme. Donc, il faut savoir que s'il y a des gens qui sont dans le domaine de l'intelligence artificielle qui nous écoutent actuellement, on a dans certains domaines, là, on veut une puissance, on veut des résultats extrêmement précis à 99,7 % ou ce genre de choses-là pour prédire des admissions dans le domaine de la santé. Pour le moment, on se dit quand on est à 80, 75, 85 %, c'est d'excellents résultats. Donc, les résultats qu'on vous présente sont à 80 % de fiabilité. Présentement, on est à 0 % parce qu'on ne prédit rien. Donc, moi, je pense que c'est une belle amélioration. Ce que vous voyez, évidemment, l'algorithme, on l'entraîne sur des données du passé. Donc, vous avez la ligne pleine bleue qui est le résultat qui s'est vraiment produit là, dans les années 2018. La ligne pointillée qui est ce qui a été prédit par l'algorithme et la bande beige que vous voyez qui est l'intervalle de confiance. Donc, on le voit, il y a des journées où il y a eu beaucoup plus d'admissions dans le réel que dans le prédit, mais grosso modo, on voit que la ligne prédite suit la ligne réelle, ce qui est une très bonne nouvelle. On a parlé tantôt, hein, quand je vous montrais les bandes des patients avec admission, maintenant des patients avec consultation, qui aussi, on le sait, c'est des longs séjours à l'urgence. Oh, pas un autre test. Ceci est un test. Veuillez ne pas tenir compte de ce message. Oh. Votre information, ceci est un test. Veuillez ne pas tenir compte de ce message. On est dans un hôpital. Hein? Bien, d'ici aux 15, c'est pas mal aux 15 minutes. Fait qu'on devrait en avoir une autre d'ici la fin. Donc, pour ce qui est des besoins en consultation, même principe, c'est très pertinent. Puis en fait, la façon que ça a été modélisé, là, c'est pour individuellement parlant. Fait que c'est comme si, dans un avenir pas si lointain, il y aurait une porte virtuelle quand vous entrez dans l'urgence. Moi, Élise Berger-Pelletier, je me présente pour un mal de ventre, pour dire quelque chose. Bien, je pourrais avoir une prédiction d'admission puis une prédiction de besoin de consultation. Ça change complètement la donne comme clinicienne de le savoir parce que je vais peut-être essayer d'aller plus vite dans mes processus pour éviter des délais d'attente aux usagers. Là, ultimement, c'est ça qu'on veut. Là. Fait que vous voyez, même principe, on est aussi dans le 75-80 % de prédiction dans le modèle pour ce qui est des délais de consultation pour les patients. Dernière diapo, puis je recède la parole à mes collègues. C'est intéressant de savoir aussi, là, ici au CHUM, on est dans un hôpital spécialisé, ce qui fait qu'il y a beaucoup de sortes de spécialités. Je travaille à Lévis, c'est la même chose. Puis la plupart des hôpitaux de Codan, on vous l'a dit, c'est des hôpitaux universitaires, c'est des hôpitaux où il y a un haut volume, beaucoup de médecins spécialistes. On le sait souvent, il y a plus qu'un médecin spécialiste qui est demandé par patient. Bien, ce qu'on voit là, puis c'était encore une fois, on se doutait de ces résultats-là, mais moi, ça me satisfait beaucoup de voir que la science me donne raison au niveau mathématique. C'est plus un patient de consultation, plus il y a de chances d'avoir une admission. Donc, on voit déjà à une consultation, on monte à presque 50 % de chance, mais à 2, on est au-dessus de 60 % de chance. Fait que là, ça aussi, on veut pousser ces analyses-là pour savoir, mais est-ce que c'est le premier consultant qui a été demandé? Est-ce que c'est 2 consultants en même temps? Est-ce que c'est un consultant puis c'est le deuxième qui admet? Pour, encore une fois, essayer d'éviter des délais d'attente inutiles pour les patients. Puis vous voyez à 0, bien, c'est peu probable, mais ça, c'est juste logique. Au Québec, c'est fait comme ça. En fait, il faut que le médecin fasse la consultation dans l'urgence avant d'être admis. Mathématiquement, on trouvait ça important de vous le mentionner. Cliniquement, moi, ça me faisait sourire parce que je savais déjà que c'était comme ça. Puis bien évidemment, quand on passe à plus de 3 ou 4 consultations, on voit en termes de nombre, c'est des très petits volumes, mais ça augmente encore plus la probabilité, ce qui est tout à fait logique.
Donc, on est rendu où dans le projet, en fait? Ce que vous avez vu, si vous vous souvenez de la figure de Pascal au début de la présentation, avec le modèle à développer, bien, on a développé des modèles. On est en apprentissage, puis on raffine nos modèles. Les dernières diapos vous ont prouvé, en fait, qu'on a préparé les données de l'urgence, qu'on les a analysées, on a modélisé, puis on est en mesure de prédire les admissions pour un bloc de temps donné. Si on se projette, on s'en va vers où? Bien, on va raffiner les modèles. Je pense que ça a été très bien illustré en termes de prédiction d'admission, mais aussi de consultation, puis d'avoir un modèle qui va être en mesure de prévoir l'ensemble des trajectoires en termes de résultats, parce qu'on parle d'admission présentement de l'urgence vers les unités, mais il y a d'autres trajectoires qu'il faut penser. Ça, c'est pour l'urgence. Imaginez le reste des unités de l'hôpital, si vous vous souvenez de la figure qu'on vous a présentée pour l'ensemble des flux de l'hôpital. En termes d'impact, maintenant, qu'est-ce que ça nous donne de faire ça, ces outils-là, de les produire, de voir qu'est-ce qui se passe? Je vous rappelle la roue de la valeur, donc le modèle de création de valeur qui est là, puis qui nous rappelle, en fait, si on applique ces éléments-là, quels effets on aurait sur la clientèle, sur nos opérations, sur les équipes. Et vous avez là des exemples, soit de l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Quand on parle d'efficacité opérationnelle, on pense au processus, donc améliorer le processus, mais aussi diminuer les goulots d'étranglement, être en mesure de réajuster les perspectives. On a un effet aussi sur la qualité des soins en termes d'avoir de l'information pertinente au bon moment, qui aura une incidence sur l'expérience de soins des patients. Donc, on est beaucoup dans la composante offre de soins de service et expérience patiente du modèle de valeur, mais on aurait aussi une incidence sur l'efficience, donc la réduction des coûts, parce qu'on aura passé, en fait, de soigner plus de patients. Si on se projette, ce n'est pas des impacts qui sont exhaustifs, parce qu'on pourrait penser aussi à la génération de nouvelles connaissances par les découvertes qu'on fait, qu'on réplique, qu'on transfère ici, dans la littérature. Donc, on toucherait au système innovant et apprenant au cœur de notre modèle de valeur, mais aussi à l'expérience de nos employés qui donnent la valeur aux patients parce qu'on a intériorisé des nouvelles connaissances, on s'est adapté, on a changé nos façons de faire. Donc, on est vraiment dans cette perspective-là pour faire un peu le pont avec le modèle. Si je projette encore plus loin, si on touche à la santé des populations et donc de nos patients, bien, un patient qui retourne à la maison plus rapidement aura une qualité de vie beaucoup plus efficace. Donc, c'est aussi de le penser comme ça. Voilà. Fait que là, j'espère qu'on a suscité votre intérêt. Vous avez vu, on est une équipe presque parfaite. On est d'horizons différents. On est de villes différentes. Puis je pense, en fait, ça fait la force de nos travaux. Puis on est très motivés dans la vie aussi. Mais là, vous le savez, une innovation qui n'est pas implantée, on appelle ça une découverte. Hein. Fait que là, tout ça, pour l'instant, on l'a travaillé, on a travaillé avec les cliniciens, puis on va bientôt être sur le point de vouloir implanter ce genre de solution-là, puis on veut vraiment travailler en collaboration. Vous le connaissez probablement, ce diagramme-là. Hein, c'est le diagramme de comment on perçoit l'innovation dans une population. C'est une belle courbe normale, comme beaucoup de courbes normales dans la vie. Probablement que si vous êtes ici ou si vous êtes en ligne, déjà, vous êtes peut-être dans le 2,5 ou dans le 10 % d'innovateurs ou de premiers adoptants. On a besoin de vous, justement, pour pouvoir disséminer la bonne nouvelle, travailler avec nous, puis nous aider à implanter ce genre de solution-là, parce je suis persuadée qu'on en a de besoin pour pouvoir faire face à l'augmentation de la demande en termes de soins de santé populationnels. Puis ensuite de ça, bien, on espère que la majorité va embarquer avec nous dans le merveilleux voyage qu'est l'intelligence artificielle et la fluidité hospitalière. Puis en fait, pour continuer sur cette lignée-là, puis vous l'avez vu aussi dans les books de développement, puis avec les simples principes là, de réplicabilité et autres, mais dans ce développement-là, c'est un long processus qu'on ne peut pas se permettre de faire qu'à l'interne. Il faut commencer aussi à explorer dans d'autres sites hospitaliers. Fait que c'est pour ça qu'on appelle aussi là, des gens de tout horizon, là, qu'on a champions cliniques, non cliniques, des scientifiques de données comme à Citadel qui s'identifient aux deux personnages les plus sous-estimés de la saga Star Wars, ou ce qu'on a appelé les sceptiques courageux, qui sont des gens qui y croient ou qui veulent y croire, mais qui veulent nous challenger puis nous forcer à toujours repenser au modèle puis à nos façons de concevoir leur application. Donc, on a créé une adresse web pour le projet qu'on a nommée Fiabilité. Donc, fiabilité.chum@sss.gouv.qc.ca. On serait plus qu'honoré que vous nous contactiez pour voir comment on peut échanger, puis ensemble faire en sorte que ces travaux-là puissent vivre à travers le réseau. Et donc, n'hésitez pas à nous écrire. Puis, si on pense à fiabilité, qu'est-ce que ça veut évoquer?
Quand on pense au concept, puis je remercie Anne et Élise d'avoir brainstormé pour arriver à ce beau nom-là. En fait, on est dans les flux, l'intelligence artificielle, fiabilité, donc les besoins, l'excellence, l'innovation, ça évoque vraiment en fait qui nous sommes, qui on veut devenir, parce qu'en fait l'avenir est à nos portes, c'est aujourd'hui, maintenant, puis on a besoin de vous autres pour y arriver. Voilà. Merci. Alors, un grand merci à notre conférencière et nos conférenciers pour la richesse de vos propos. Je remarque qu'il y a de belles interactions dans le clavardage. Nous passons donc à la période de questions et d'échanges. Dans la salle, je vous invite à vous diriger vers les micros pour adresser vos brèves questions. Et je commençais par une question en ligne de Marc-Antoine qui nous dit, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, comment peut-on envisager l'implantation de ce système en milieu réel? Et puis, j'ajouterais même, est-ce qu'il peut aider à cette pénurie? Marc-Antoine, la réponse est oui, tu peux nous aider, certainement. En fait, c'est intéressant, puis c'est là où la courbe aussi sur l'innovation est intéressante. Souvent, quand on a des projets comme ça, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'aller dans une unité, par exemple, qui est très motivée. Donc, on ne va pas essayer d'implanter ça à des gens qui ont l'impression d'en avoir déjà par-dessus la tête. Donc, dans ce qu'on est en train de travailler, c'est de travailler évidemment avec les équipes terrain, les médecins, les infirmières, tous les cliniciens, les gestionnaires, et travailler là-dessus. Mais c'est parce que ultimement, notre pari, c'est que ça va aider à la pénurie puis va aider aux ressources humaines parce qu'on va être capable de mieux planifier nos ressources. Présentement, on a l'impression dans tous les hôpitaux du Québec qu'on est à 100% de notre capacité, puis qu'on a des fois des journées à 140, 160% de demande, puis là, il y a un mismatch. Mais ça, cette technologie-là, cette analyse-là de la fluidité dans une intelligence artificielle va nous permettre des fois de baisser le 160%, mais qu'on n'est pas à 100%, qu'on est capable de mieux, dans le fond, répondre aux besoins avec une meilleure offre. Puis c'est comme ça qu'on l'a réfléchi. Puis si je peux compléter aussi, dans la littérature, on a vu qu'on a été en mesure de prédire des taux d'absentéisme, donc dans différents milieux. Donc, vous voyez, la prédictibilité, elle est possible même du côté des ressources humaines. C'est des questions qui nous animent puis qui sont en train d'être travaillées et qui sont en perspective. Ouais. Merci. Je passerai à la question de monsieur au micro ici dans la salle. Bonjour, je suis neurologue ici au CHUM. Alors, je m'excuse, moi j'ai un biais de clinicien. Les outils que vous avez présentés, ça me semble pouvoir aider la gestion, mais ça n'aide pas le terrain. Puis, dans les exemples que vous avez donnés, là, il y a des biais, il y a des variables qui interagissent entre elles, vous ne semblez pas en tenir compte. La personne qui n'est pas acceptée après le premier consultant, on en demande un deuxième parce qu'on sait qu'il faut l'admettre. Donc, il y a plein de choses, les gens quittent parce que l'attente est longue. Si on réduit l'attente, on va voir plus de monde qui va venir. Donc, vous ne semblez pas tenir compte des interactions entre les variables. Le fait que de changer une variable, ça va modifier le système. Puis, je vois comment ça peut aider un gestionnaire. Je ne vois pas comment ça aide le terrain. Je suis désolé. Merci. Bien, vous faites partie des sceptiques courageux puisque vous êtes venus au micro. Merci beaucoup. Mais en fait, non, on en tient compte. Puis, on a justement besoin de cliniciens comme vous pour pouvoir nous aider dans cette analyse-là. Puis là, ce qu'on expliquait, c'est qu'on est au début du projet. Donc, à votre œil de clinicien, vous me dites ça a l'air d'être une chose de gestionnaire, puis je peux vous comprendre. Mais l'étape 2, elle est faite pour vous comme neurologue ou pour une infirmière. C'est justement pour vous aider à prendre des décisions, les outils, puis il y en a de plus en plus qui s'implantent partout dans le monde, puis le CHUM veut participer à l'effort de guerre mondiale. Comment vous, par exemple, savoir que dans toute votre clientèle d'AVC, qui va avoir plus un risque de complications, qui va avoir plus un risque, en fait, l'inverse, moins de risques, il pourrait quitter plus tôt ou pourrait aller en réadaptation plus tôt. C'est ce genre d'outils-là qu'on veut faire. Mais malheureusement, c'est qu'on travaille avec les bases de données qu'on a. Puis là, pour l'instant, on a commencé comme ça, mais c'est dans les horizons qu'on veut développer. Fait que je vais vous inviter à peut-être venir nous voir ou nous écrire pour qu'on puisse justement prendre votre opinion en considération. Puis, oui, bien en fait, peut-être pour compléter aussi, l'interaction entre les variables, je veux dire, à l'équipe de Citadel, ça fait partie de notre pain puis notre beurre, là. Fait que, mais comme on l'a mentionné aussi dans la présentation, pour l'instant, c'est un projet qui est dans un cadre opérationnel. On est en train d'écrire un devis de recherche pour pouvoir inclure plus de variables, plus de types d'analyse de ce genre-là, d'interaction entre les variables. Puis on espère là, se soumettre ce devis-là dans les prochaines semaines ou 2 prochains mois maximum, là, puis pouvoir justement là, élargir la portée là, des analyses qu'on peut y faire.
OK, merci. Et j'ai une question ici en ligne de Tessia qui dit « Il est important de connaître les prédicteurs d'admission, mais je demande comment utiliser l'IA pour accompagner ce patient et éviter la réadmission du patient par complication de la pathologie. » Est-ce que c'est un prochain niveau? Ou... Oui, ça, on y a pensé aussi, sauf que c'est vraiment plus compliqué, encore une fois, par rapport aux données qui sont accessibles. Parce que, par exemple, pour prédire une réadmission, on a probablement, entre autres, besoin de bases de données qui sont en lien avec les services à domicile, ICLSI, ce genre de choses-là, qui sont pour l'instant plus difficiles à amalgamer. Mais bien évidemment, je pense que pour un patient puis pour sa famille, c'est super important ce genre d'analyse-là. Mais là, c'est juste que d'un point de vue d'accès aux données, c'est vraiment plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de données sociales autour du risque de réadmission, entre autres, qui fait que pour l'instant, on n'a pas encore fait ces analyses-là. Par contre, on pourrait dire au dernier jour d'hospitalisation, est-ce qu'on a un risque de réadmission juste avec les données hospitalières? Probablement qu'on pourrait déjà commencer à faire ça. Puis ça, c'est plus dans le volet 3, dans l'étape 3 du projet, en fait, là, parce que c'est quand même plus poussé, mais ça fait partie des choses, bien évidemment, qu'il faut qu'on regarde. Si je peux compléter aussi, c'est des questions qui nous animent quotidiennement. Souvent, il faut faire des choix aussi en termes d'implication puis d'application des étapes. On a fait le choix ensemble de le faire là pour les raisons que vous avez compris, mais on pourrait rééquilibrer puis voir comment on pourrait attaquer cette question-là parce que les taux de réhospitalisation, c'est des choses qui sont on voit l'augmentation. Absolument. Je passerai à la question dans la salle, Madame au micro. Bonjour, merci beaucoup. J'ai une question de suivi, en fait, sur le type d'analyse que vous faites, puis précisément sur la mesure de précision, en fait, que vous avez jusqu'à présent, qui est de 80 %. Puis j'ai bien aimé que vous avez dit qu'en ce moment, on est à 0 %, puis oui, c'est une amélioration, mais je me demande, est-ce que cette mesure, en fait, elle est généralisable à tous les sous-groupes, puisque vous avez dit que vous entraînez les données sur des données du passé. On sait qu'en faisant ça, on a souvent le risque de repliquer des biais. Puis en termes d'équité d'accès, on sait que ce n'est pas tous les sous-groupes qui sont admis de la même façon, qui vivent l'urgence de la même façon. Donc, est-ce que vous prenez un peu en considération les différents groupes qui sont à l'urgence, puis comment ils sont, leurs expériences sont dans les données? Pour l'instant, c'est ça, on a travaillé sur les données 2018-2019. On a volontairement évité les données pendant la pandémie parce que ce n'est pas représentatif là, de ce qu'on recommence à voir en ce moment en termes de type de patients qui se représentent. Puis peut-être Élise pourra compléter. Donc, c'est pour ça qu'on a pris 2018-2019. Puis on a d'aucune façon touché aux données actuelles non plus, là, parce qu'on veut tester les algorithmes sur les données antérieures qu'on pense être représentatives. Ensuite, pour la question des sous-groupes, ça, ça fait partie pas des bloquants, là, mais des contraintes qu'on a de travailler en contexte opérationnel. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a des systèmes sources qu'on peut accéder. Il y a des variables qu'on peut accéder pour des fins opérationnelles. Par contre, le patient qui se présente, je ne peux pas accéder à tout son historique de santé. Fait que, si on est limité vraiment là, sur les 3 systèmes qu'Élise a présentés tantôt, là, puis les variables qui s'y trouvent. Fait que c'est pour ça qu'il y a peut-être ces notions-là qu'on pourrait pousser puis qu'on aimerait là, si le devis de recherche est accepté, mais que ça ne fait pas partie des considérations actuelles. Puis le dernier point, c'est que là, on a N égale à 1, c'est-à-dire l'algorithme a été entraîné sur des données du CHUM, puis moi qui travaille dans un autre milieu clinique, bien évidemment, ma population n'est peut-être pas tout à fait pareille. Fait que j'ai hâte, dans CODA, qu'on puisse tester justement la robustesse de l'algorithme, parce qu'effectivement, là, j'ai bien l'impression que Sherbrooke, Québec, puis CHUM, ben des fois, c'est des populations différentes, etc. Puis là, à ce moment-là, si on a des résultats aussi équivalents, j'ai l'impression qu'on va diminuer un peu notre biais comme ça. Alors, en continuité sur le thème des variables, on a une question de Valentin en ligne qui demande quelles sont les variables les plus pertinentes à prendre en compte pour ces prévisions. On a vu vos slides coup de cœur. Maintenant, on veut savoir vos variables coup de cœur. Par rapport aux prédictions? Les plus pertinentes pour les prédictions, oui. Tout à fait. Je ne suis pas sûre que je comprends. Pour les prévisions des admissions. OK, dans le fond, dans le tableau qu'on a présenté, quelles sont les variables? Bien, en fait, c'est
c'est un tout, là. Puis là, je vais aussi passer la parole à mon collègue qui est le scientifique de données. Mais c'est que dans le fond, une fois qu'on a rentré les catégories de variables dans l'algorithme, c'est l'algorithme qui nous a dit, bien, l'âge, c'est vraiment un gros facteur dans la prédiction, etc., etc. Fait que je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais on n'a pas eu de coup de cœur. En fait, c'est juste que l'ordinateur et la technologie nous a permis de dire quelles étaient les plus fortes variables qui nous permettaient de faire les prédictions d'admission. Bon, en fait, le coup de cœur, c'est on essaie d'y aller de façon non biaisée. Ouais, Donc, on fait vraiment de la sélection de variables là, en essayant d'introduire le moins possible de biais qui viennent de connaissances sur le terrain. Parce que cet outil-là, on veut que ça soit un outil d'aide à la décision. On ne veut pas que ça remplace les équipes de terrain. Donc, on essaye vraiment d'y aller au sens large avec toutes les variables qu'on peut introduire dans l'outil. Puis ensuite, on laisse lui-même déterminer la pertinence des variables à inclure. Merci. La question, en fait, parlait vraiment de pertinence. C'est moi qui ai fait le lien avec le coup de cœur, je m'en excuse. On a ensuite aussi une question de Alexandre qui dit « Une fois que ces outils seront prêts à être déployés, comment d'autres centres que le CHUM qui n'ont pas cette expertise en IA pourront s'approprier ceux-ci? » Je pense que vous aviez entamé, mais on peut continuer. Veux-tu que... Peut-être ce qu'on a commencé de faire, puis je pense que c'est la clé aussi de la réplicabilité, c'est qu'on est en train de développer, une recette, une méthodologie pour justement répliquer ces éléments-là dans d'autres milieux. C'est un peu le travail qu'on fait vraiment avec les équipes actuellement, qui est en processus 2, mais c'est toujours l'intention qu'on poursuit. Donc, ce qui est fait ici, on doit le faire aussi ailleurs, puis comment on va le faire. Fait que la recette, en fait, j'appelle aux gens qui sont dans les autres organisations de venir peaufiner, challenger, mais on est vraiment dans cette intention-là présentement. Sinon, il y a un projet de loi, il paraît, qui est Santé Québec, qui va gérer tout ça, puis qui va nous aider à répliquer ça partout. Ça va être fantastique. Merci. Et il y a Bénédicte en ligne aussi qui demande « Est-il prévu d'intégrer plus tard le retour d'expérience des patients ayant été admis à l'urgence? » Oui. Vas-y. Ah, ben non, mais non, vas-y, Noé. En fait, tout à fait, parce que justement, c'est l'intention. Puis, je vous souvenez du modèle de valeur qu'on a présenté, qui est pour nous imbriqué dans notre façon de faire. C'est justement l'implantation, l'utilisation dans un milieu réel va nous amener à mesurer cet impact-là de façon réelle. Donc oui, l'expérience patient fait partie intégrante de la démarche, mais présentement, on est plus à la planche à dessin pour le faire. Je passerai à la question de monsieur au micro dans la salle. Bonjour, merci. Monsieur Saint-Onge, en fait, vient de dire que c'est important, c'est un outil qu'on ne veut pas qu'il remplace le terrain, mais il y a quand même une fine ligne entre, disons, l'utilisation de ces modèles-là qui restent prédictifs, qui ont quand même une certaine marge d'erreur, puis vraiment leur utilisation par les équipes de gestion pour pouvoir dicter les effectifs. À votre avis, comment est-ce cet équilibre-là se trouve où, puis comment est-ce qu'on fait pour concilier, disons, les prédictions et la réalité terrain? Bien, je pense qu'on le voit dans les articles des derniers jours là, sur le développement là, des outils comme GPT, par exemple, là, où est-ce qu'il y a la notion de discussion, puis vraiment de remettre à l'avant-plan qui a la responsabilité finale. Puis, pour l'instant, nous, les outils qu'on développe, c'est dans l'optique d'être un outil de plus, là, mais la responsabilité va rester, comme vous dites, aux équipes de terrain. Là. Fait que oui, la ligne est fine. En ce moment, je pense que le fait que la précision soit intéressante à 80%, mais pas parfaite, je pense que peut peut-être nous aider à faire en sorte que cet outil-là ne soit pas pris pour la vérité absolue, là, puis que les équipes puissent l'utiliser vraiment là, comme support. Là. Puis, tu sais, votre question, dans le fond, elle est très légitime. C'est une bonne question. C'est juste que, présentement, moi, mon feeling de personne qui est sur le terrain à tous les jours, tu sais, j'ai l'impression qu'on conduit le bateau à l'aveugle. Tu sais, on n'a rien. Fait que je me dis, au moins, si on commence à avoir quelque chose, mais le danger, en fait, puis l'intelligence artificielle apprend au fur et à mesure. Fait que c'est sûr que là, si on utilise ça, bien là, ça va créer, entre guillemets, ça va changer nos données qui vont faire qu'on va changer nos prédictions. Fait qu'il faut être sensible à ça. Puis, bien évidemment, tu sais, quand on a présenté, entre autres, à des équipes de gestionnaires ou des infirmières cliniciennes ici sur le terrain au CHUM, bien, tu sais, ils nous ont posé la même question de vous, puis ils nous ont dit, ouais, mais là, il faut aussi qu'on fasse l'inverse. Il faut qu'on soit capable de faire de l'analyse de ressources humaines. Pouvez-vous me prédire justement le nombre de congés, puis quelque chose comme ça, pour qu'on essaie de voir ce que je vous disais tantôt, les mismatchs qu'on sent tous sur le terrain, mais qu'on n'a pas. Fait que, tu sais, j'aime bien la question initiale de docteur neurologue qui nous a dit, bien,
Là, présentement, ça a l'air juste des trucs de gestion, mais concrètement, on veut que ça paye pour le patient, puis pour le médecin, puis pour l'infirmière. Puis il faut juste être conscient que comme l'algorithme apprend sur des données, dès qu'on change notre façon de décider puis de soigner, bien, l'algorithme continue à apprendre. Puis il faut toujours... C'est pour ça qu'il y a une boucle d'appréciation, puis qu'on a besoin de gens dans la salle comme vous qui vont être capables de le sentir puis de nous le dire aussi, là. Puis dans ce cas-ci, ça pourrait être en fait, au lieu que le patient, qu'on sait qu'il y a un marqueur qui devrait être admis, donc ces caractéristiques-là soient identifiées, puis puisse dire par le personnel soignant, bien, OK, Noé, il y a peut-être ABC, plutôt que d'attendre à l'urgence puis avoir la multitude de consultations qui se suivent, bien, peut-être qu'on aurait une réponse différente. Fait que c'est une application ici qui est plus en soutien à la prise de décision plutôt qu'on remplace en fait l'humain. Merci. Merci. Et j'ai une question ici de Cathy en ligne qui nous dit, pour vous personnellement, quel a été votre plus grand apprentissage dans cette expérience qui débute? Oh, c'est une belle question. C'est Cathy Malas? Oui. Je reconnais ta question, Cathy. Je vous laisse répondre en premier, les garçons. Oui, bien moi, si je peux... parce que nous, à Citadel, puis moi aussi, toute ma carrière, j'ai fait en recherche. Hein, puis là, pour moi, c'est un projet là, où on a vraiment... travailler là, en étroite collaboration avec les gens des opérations, avec Élise qui est nos yeux sur le terrain. Là. Fait que moi, il y a beaucoup d'éléments qui touchent les opérations de l'hôpital, là, qui étaient peut-être moins dans mon domaine, là, sur lesquels je suis plus exposé. Puis ça, j'apprends beaucoup de collègues comme Noé puis Élise à ce côté-là. Moi, je dirais mon plus grand apprentissage, c'est l'expertise et la complémentarité des forces des équipes. Vous me direz, c'est pas nouveau, sauf que dans le cas d'une technologie, dans quelque chose qui est en fait assez nouveau dans l'humanité, mais qu'on puisse l'appliquer pour aider les opérations du côté de la santé, pour moi, c'est quelque chose de très bénéfique. Mais en même temps, de comprendre, puis je pense que notre docteur neurologue soulève bien la question que maintenant, une fois qu'on a ça, comment qu'on fait les choses, comment qu'on fait la démarche pour l'intégrer, et le défi toujours de repenser les façons de faire, ça demeure quand même une innovation qui parfois va toujours demander, en fait pas parfois, mais demande systématiquement la gestion du changement. Et ça, pour nous, c'est pas nouveau, sauf que dans les dynamiques où on sait qu'on est je dirais, early adopters, là, il faut vraiment être dans un écosystème comme ça, tout en préservant la méthodologie qui nous amène à avoir des modèles qui sont robustes. Ah, faut que je réponde? Moi, deux choses. Premièrement, je pense que le potentiel de ces outils-là pour le terrain, je pense pour moi, ça a une valeur qu'on sous-estime encore grandement. Puis la deuxième des choses, moi, c'est toujours la même chose, c'est les humains. Moi, je suis arrivée ici pour ce projet-là, puis je suis très heureuse d'être dans la grande famille du CHUM depuis bientôt 1 an. Une petite patte, c'est comme le projet, j'ai une petite patte dans le CHUM, mais voilà. Excellent. Je passerai à la question au micro dans la salle. Vous avez parlé de l'importance justement de l'humain. On sait que pour 2 raisons. 1, la gestion de changement et 2, aussi pour assurer de l'IA éthique responsable. Une des meilleures pratiques est justement d'intégrer le plus d'individus, de représentants, de parties prenantes possibles. Pourriez-vous nous partager peut-être des anecdotes ou nous décrire qui sont les parties prenantes qui ont peut-être changé ou vous ont amené une perspective critique à l'intérieur du développement du projet? C'est une très bonne question, ça aussi. En fait, comme on a mentionné en introduction de la présentation, on est vraiment au début du projet. Là, je vous dirais déjà d'avoir 3 piliers, ça paraît pas, là, puis je veux pas qu'on me dise que voyons comment on dit ça quand les gens disent qu'ils ont été mal cités. Mais déjà, c'était comme un peu atypique de nous avoir tous autour d'une même table. Puis présentement, c'est vraiment, je dois avouer, beaucoup au niveau clinique. Donc, on a rencontré, oui, les équipes de gestion, les équipes terrain, on a rencontré des médecins. Puis là, on va être rendu à l'étape, justement, d'aller chercher des gens de l'extérieur, des patients partenaires qui vont venir avec nous sur le projet, ce genre de choses-là pour s'éviter des billets. Donc là, je vous dis, on est vraiment au début, puis là, on va être rendu à cette étape-là. Puis c'est pour ça qu'on vous tendait la main tantôt. C'est justement parce que des fois, on ne sait pas qu'on ne le sait pas, puis on a besoin d'une autre perspective pour nous ouvrir les yeux. Puis peut-être pour compléter en termes de parties prenantes aussi, on a fait quand même beaucoup de tournées à l'automne, donc pour tout ce qui s'appelle les infirmières, les cycles de gestion, les cliniciens aussi. Donc, il y a des boucles itératives pour lesquelles on intègre les commentaires. On s'est fait poser la question, par exemple, est-ce que vous pourriez prévoir, en fonction de la météorologie,
l'admission aux urgences. La réponse, c'est oui, ça pourrait, mais on n'est pas tout à fait là. Fait qu'on intègre les questions et les chocs des idées sont très bienvenus. On sent quand même, je pense que les petits e-works là, sont quand même très, très forts là, dans nos feedbacks et rétroactions. Puis c'est pour ça, en fait, qu'il faut intégrer ces rétroactions-là de façon concrète. Et ça a l'air simple, tout ça, mais ça ne l'est pas. Puis là, on parle d'une variable ou deux, fait qu'imaginez le potentiel des autres. Fait que moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir dans cette perspective-là. Puis c'est là qu'on apprend avec des partenaires qui sont internes, avec des partenaires qui sont externes, mais surtout avec la connaissance et l'expertise des gens qui sont ancrés ici. Donc, voilà. Puis on le voit aussi avec les discussions sur les équipes de terrain, les experts qu'on présente ou on lit la littérature sur ce genre d'outils-là. Pour nous, ça peut paraître évident puis simple, mais c'est quand même un changement de mentalité important. Puis ce type d'outil-là est souvent perçu comme étant des boîtes noires. Fait que c'est vraiment d'être cette confrontation d'idées-là qui est positive, mais qui nous force à repenser nos façons d'expliquer les outils, de les présenter aux équipes en termes d'utilité, puis de comment ils peuvent en bénéficier. Mais c'est ça, donc ça demande quand même beaucoup de travail, d'éducation, autant pour nous-mêmes que dans le message qu'on véhicule. Merci. Et j'aurais plusieurs autres questions, mais je dois choisir une dernière pour conclure. Une question d'Hervé ici. Peut-on envisager des cheminements prédéterminés de différentes patientèles après l'accueil ou même avant, une présélection avant de consulter, ou on travaille sur les cheminements directement en spécialité? Bien, en théorie, oui. Puis je pense que c'est un peu ça quand je vous disais qu'il y aurait une porte virtuelle Puis c'est là où on va avoir besoin de patients partenaires pour voir est-ce que, tu sais, c'est-tu hurluberlu ce qu'on pense ou ça aurait vraiment une valeur pour moi comme patient qui est malade. En théorie, je viens à l'urgence, je ne suis pas bien. Puis là, on parle de l'urgence, mais ça peut être pour la chirurgie, ça peut être pour l'oncologie, ça peut être pour plein de types de trajectoires, d'être capable de prédire à l'avance ce qui va se passer, puis de changer la trajectoire du patient pour qu'il y ait un meilleur vécu dans sa trajectoire. Tu sais, c'est ça, ultimement, qu'on veut. Fait que la réponse, c'est oui, mais là, il va vraiment falloir qu'il y ait des gens qui aient du vécu de patient qui viennent nous aider à dire ça vaut-tu la peine de le faire ou pas, ce changement-là. Mais tout à fait, la réponse, c'est oui, je pense. Très belle conclusion. En effet, l'importance de nos patients partenaires dans l'analyse de trajectoire de soins pour offrir les meilleurs soins. Alors, je remercie tout le monde pour ces beaux échanges et cette belle discussion qui va continuer, j'en ai aucun doute, dans les prochaines semaines et les prochains mois. Alors, pour conclure ce MIAM, j'aimerais vous remercier pour votre présence. Et d'ici notre prochain événement, nous vous invitons à écouter nos balados sur l'IA en santé afin de vous inspirer sur les possibilités du futur. Et merci de contribuer à la transformation de la santé au bénéfice des patients et de la population. À la prochaine. Merci. Merci.